Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Marie, qui est le personnage principal du film Haute Tension, sorti en 2003. Au fait, c'est l'un des meilleurs films d'horreur français qui existent. Bon, après je dis français, mais tout le film a été tourné en Roumanie, et quelques acteurs sont roumains. Donc j'avoue, c'est vrai, c'est pas 100% français. Bref, avant même d'aller plus loin, je précise que je vais vous spoiler la fin du film dès le début de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous êtes prévenus. Alors pour mettre dans le contexte, Marie est une étudiante d'une vingtaine d'années. Physiquement elle a des airs de garçon manqué. Bon, ça n'est pas extrême non plus, mais le film nous le fait sous-entendre puisqu'elle a les cheveux assez courts et des vêtements assez neutres. Par exemple, le jean et le haut qu'elle porte dans le film ne sont pas plus féminins que masculins. Après, j'ai conscience que c'est un peu cliché tout ça, mais c'est ce que me montre le film. Ah oui, et je n'ai pas dit tout ça pour critiquer son style ou je ne sais quoi. C'est pas la peine de faire les paranos et de dire n'importe quoi. Voilà quoi. Faut pas voir le mal partout, c'est ça que je voulais dire. Bref, Marie a comme ami, voire peut-être meilleure amie, Alexia Soral, qui est tout le temps appelée Alex. Et il faut savoir que Marie a développé en secret un amour pour Alex. Et vu que j'ai dit que c'était secret, elle ne lui a jamais avoué. Et de son côté, Alex ne considère pas Marie comme autre chose que son amie. Et quand je dis amie, c'est sans ambiguïté. En plus, plusieurs fois dans le film, on comprend qu'Alex est attirée par les garçons. Absolument rien ne dit qu'elle peut être amoureuse d'une fille. Et pour parler des garçons, justement, on sait que Marie s'est déjà montrée jalouse, voire peut-être violente, avec les hommes qui approchaient Alex d'un peu trop près. Nous, pauvres spectateurs, on sait pourquoi. Pour en revenir à Marie, à partir d'un moment inconnu, elle va commencer à souffrir de dédoublement de la personnalité. En voyant le film, c'est impossible de savoir si elle a déjà souffert de ça avant l'histoire du film ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais été aussi extrême que ce que l'on va voir. Sinon, j'avais oublié de dire que ce dédoublement de la personnalité se manifeste principalement quand Marie est frustrée ou en colère. Bon ben voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant je laisse place au moi du passé d'il y a quelques semaines. Ça y est, maintenant on arrive au moment où se déroule tout le film Haute Tension. Pour que vous compreniez bien, quand vous regardez ce film, dans la grande majorité du temps, vous allez voir l'histoire que va vous raconter Marie qui s'imagine être la gentille ou l'héroïne de l'histoire. En gros, ce qu'on va voir, c'est le récit qu'elle raconte quand elle est à l'hôpital psychiatrique. Dans ce que l'on voit, il y a donc une part de vrai et une part qui n'est pas la réalité. Donc maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous dire comment toute cette histoire s'est déroulée dans la réalité et non dans la version de Marie qui nous est présentée pendant une grande partie du film. Ça va, vous avez compris? Donc pour commencer, au printemps 2002, Marie et Alex doivent réviser tranquillement pour préparer leur examen. Et pour ça, elles quittent la ville, peut-être Bordeaux, vu la plaque d'immatriculation. Et elles se rendent à la campagne, apparemment dans le département des Landes. Là encore, vivent les plaques d'immatriculation. Bref, Alex est sur la route pour se rendre chez ses parents qui vivent dans une maison isolée. Il n'y a aucun voisin proche. Dans un sens, c'est pratique, vu qu'il n'y a pas de voisins, mais d'un autre côté, si vous criez, on ne vous entend pas. Sinon, pas loin de cette maison, on va découvrir qu'il y a un tueur en série. La première fois qu'on le voit, il se donne du plaisir avec la tête décapitée de l'une de ses victimes. Et puis après, il jette la tête comme ça par terre avant de partir en camionnette. Je dois avouer que ce n'est pas la scène la plus romantique que j'ai vue. Bref, sinon cette tête me fait vaguement penser à Alex. Mais ça ne la représente pas, puisque plus tard, on verra un visage sur une photo qui a été volée par le tueur, qui semble correspondre à cette tête. Du moins je crois. Ah oui, fait très important, cette charmante scène avec la tête n'existe pas. Ce n'est que l'imagination de Marie. Par contre, elle va imaginer ça à la toute fin du film, quand elle est à l'hôpital psychiatrique. Elle ne raconte pas ça quand elle est en voiture au début du film, où elle ne l'imagine pas à ce moment-là. En fait, le tueur en série existe dans l'imagination de Marie
pour justifier les meurtres qu'elle n'imagine pas avoir commis. Je précise quand même qu'elle ne le fait pas exprès, puisque quand elle redevient calme, elle pense réellement qu'elle est innocente, elle ne joue pas la comédie. Sinon, cette scène de nécrophilie est la représentation du tueur par Marie. En gros, c'est pour nous dire qu'elle s'imagine que c'est un psychopathe pervers. Sinon, pour en dire plus sur ce faux tueur, il cherche des jeunes femmes de la région pour les enlever, ensuite il les utilise comme des objets sexuels, après il les tue, et quelquefois encore après, comme vous l'avez vu, il les réutilise comme des objets sexuels. Ah oui, Alex est censé être la future proie de ce psychopathe. On voit quand même qu'il y a un lien entre notre faux tueur et Marie, puisqu'ils sont tous les deux attirés sexuellement par Alex. Par contre, pour Marie, il y a de l'amour, c'est ce qui fait la différence. Ah oui, encore quelques trucs pour décrire ce faux tueur. Eh bien, comme on le voit sur ses vêtements, il est habillé comme un réparateur de voiture, je ne sais pas comment le dire autrement. Et toujours sur ses vêtements, c'est écrit Raja et frère. Et le R est à moitié effacé, ce qui fait Aja. Et Aja, c'est le nom du réalisateur. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah oui, petite rectification, on devine certains de ces éléments grâce à la camionnette que l'on voit toujours avec ce tueur. Ben voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette fameuse camionnette Citroën qui est un peu un symbole du film. Bref, ce que vous devez retenir à partir de maintenant, c'est que ce faux tueur est en réalité Marie dans son état agressif, donc quand elle a son dédoublement de la personnalité. Donc pour revenir à la réalité, nos deux étudiantes sont en route. Et le soir, pendant qu'il fait noir, Alex va faire une petite blague à Marie. Pendant qu'elles sont en voiture, au milieu des champs de maïs, Alex fait croire que quelqu'un les observe. Mais évidemment, il n'y a personne et elles repartent pour rejoindre la maison des parents d'Alex. Donc les deux filles arrivent, elles sont accueillies par Daniel, le père d'Alex, et de Tom, qui est le petit frère d'Alex. Même s'ils sont accueillants, on voit que Marie ressent une petite gêne où elle se sent comme perdue. C'est vrai qu'elle débarque chez des gens qu'elle ne connaît pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui la perturbe un peu beaucoup. Pour comprendre, rappelez-vous, tout au début du film, si vous l'avez vu, Marie, quand elle est à l'hôpital psychiatrique, elle va dire « Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous ». Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la famille d'Alex est très soudée, très proche. Donc Marie a l'impression qu'ils sont plus proches que si elles ne sont qu'à deux, puisque techniquement, les membres de la famille sont entre deux, du moins dans son imagination. Bref, pour continuer l'histoire, Marie et Alex vont ensuite monter. Marie va aller dans la chambre d'amis, qui est sa chambre temporaire, et Alex va aller dire bonjour à sa mère, qui est dans sa chambre. Ensuite, Marie et Alex vont redescendre à deux pour parler brièvement d'histoire de couple. Et on va remarquer encore une fois que Marie est jalouse des hommes qui s'intéressent à Alex d'un peu trop près. Et si je ne me trompe pas, on devine que Marie n'a jamais été en couple avec quelqu'un, même pour une histoire brève. Il est même possible qu'elle n'ait jamais eu de relation sexuelle. Par exemple, le nom qu'on a donné à ce personnage, donc Marie, le fait un peu sous-entendre, puisque Marie, ça peut vouloir dire la Vierge, vous avez compris? Sinon, le fait qu'elle n'a jamais été en couple n'est pas si surprenant, puisque la personne avec qui elle va être en couple, eh bien c'est Alex, elle ne s'imagine pas être avec quelqu'un d'autre. Donc si un homme ou une femme l'a déjà draguée, elle a dû donner aucune réponse favorable à ses prétendants. Bref, après leur discussion sur leur relation sentimentale, Marie va sortir s'aérer pour penser à autre chose. Mais dehors, elle va voir depuis la fenêtre Alex, nu, en train de prendre sa douche. Décidément, c'est fait exprès. Sinon, à ce moment-là, j'ai senti une grande solitude pour Marie, puisqu'elle est seule avec ses secrets. J'ai même eu de la peine, même en sachant ce qu'il va se passer après. Sinon, vu qu'il est tard, aucune des deux étudiantes ne va prendre la peine pour réviser pour les examens. Ça m'étonne pas du tout, puisque dans tous les films d'horreur, on voit jamais des étudiants qui étudient. Ça n'existe pas. Bref, Marie se retrouve donc seule dans sa chambre.
et elle se déconnecte du monde qui l'entoure en écoutant de la musique avec un Walkman et des écouteurs. Et la musique qu'elle écoute parle d'amour à une fille plus précisément. Si vous avez fait attention, quasiment toutes les musiques que l'on entend dans ce film parlent d'amour. Bon, après je dis ça, mais en général, au moins une musique sur deux parle d'amour, donc au final, je ne suis pas sûr d'avoir fait une grosse découverte. Bon, pour en revenir à la scène, en même temps qu'elle écoute sa musique, Marie va se masturber, et il est logique qu'elle pense à Alex en se donnant du plaisir. Et en même temps que l'excitation monte, on voit dans le film que le tueur arrive, comme si l'un et l'autre étaient liés. Donc même si on peut penser qu'elle se masturbe pour se soulager, eh bien en fait, ça n'est pas totalement le cas, puisque ça va nourrir encore plus sa frustration, puisqu'en même temps qu'elle pense à Alex, elle doit se dire aussi que cet amour est impossible, donc mentalement elle doit se sentir complètement perdue et très mal. Et ce n'est pas un hasard que très peu de temps après, Marie va avoir ce fameux dédoublement de la personnalité. Ce dédoublement sera très rapide et très brutal. Toute la frustration qu'elle a accumulée va la rendre paranoïaque envers tous ceux qui sont proches d'Alex. Et elle va se montrer extrêmement agressive envers ces mêmes personnes, puisque pour elle, c'est comme si ces gens se mettaient entre elles. Sinon, pendant cette phase de colère, la notion de l'amour qu'elle a se rapproche plus de la possession qu'autre chose. Bref, Marie va quitter sa chambre et elle n'a plus qu'une idée en tête, rester seule avec Alex pour qu'il n'y ait plus jamais personne qui se mette entre elles. À ce moment-là, c'est assez difficile de vraiment savoir comment toute cette violence a commencé. D'après ce que raconte Marie, la nuit pendant que la famille dort, un tueur en série arrive en camionnette et il essaye d'entrer dans la maison. Mais le problème, c'est que dans la réalité, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il s'est passé avec exactitude. Ce que j'imagine alors, c'est que Marie s'est tout d'un coup montrée énervée et agressive toute seule, et elle a dû faire du bruit qui a réveillé le père de famille ou le chien qui aura aboyé. Donc par un moyen ou un autre, le père de famille sort de sa chambre, il descend vers l'entrée, et là il découvre Marie perdue, seule et agressive. Et peu après, Marie a dû agresser le père avec un rasoir qu'elle a trouvé dans la maison. Le chien Hendrix essaye alors de se mettre face à Marie pour défendre son maître, mais il sera tué avec au moins un coup de rasoir dans le ventre. Ensuite, le père de famille essaye de remonter les escaliers, mais Marie le rattrape et avec un grand coup de pied, elle va coincer sa tête entre deux balustres et le père, sur le moment, ne peut plus bouger sa tête. Il est coincé. Et pour finir, Marie pousse un meuble rapidement contre l'escalier, ce qui arrache la tête du père. C'est possible ça? Si le meuble était poussé à 50 km/h, je veux bien que ça décapite le père, mais là ça me paraît un petit peu exagéré. Bref, tout ce boucan réveille la mère et Tom. La mère, ne sachant pas ce qu'il se passe, ordonne à son fils de retourner dans sa chambre. Ensuite, la mère découvre son mari décapité et elle voit aussi Marie avec un rasoir qui ne la regarde pas très gentiment. Ça doit pas être très rassurant. Dans la version de Marie, la mère est longuement agressée. Il y a même peut-être viol. Mais dans la réalité, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de viol et l'agression a dû se passer bien plus vite. Donc en vrai, Marie monte poursuivre sa future victime et la mère a dû se prendre un ou deux coups de rasoir avant de fuir dans une chambre pour prendre un téléphone pour appeler la police ou les gendarmes. Mais Marie arrive à rentrer dans la pièce et avec le rasoir, elle égorge la mère avec beaucoup de force. Dans son élan de folie, Marie va aussi trancher la main de la mère avec plusieurs coups de rasoir. C'est probablement une manière de dire de ne pas appeler la police, puisque c'était dans cette main qu'il y avait le téléphone. Malgré toutes ces horreurs, bizarrement la mère reste encore vivante pendant quelques secondes. Et un instant, on entend la mère chuchoter à Marie « Pourquoi ?» et elle le dit à 2 reprises.
La première fois que j'ai vu le film, j'avoue que je n'y ai même pas fait attention. Je devais être tellement perturbé par cet égorgement de l'extrême que je ne faisais plus attention à rien. Bon, sinon, quand on connaît le twist final du film, on comprend pourquoi elle dit pourquoi. En gros, elle veut dire pourquoi tu nous fais tant de mal alors qu'on ne t'a rien fait. Et quelques secondes après avoir dit ces mots, la mère meurt. Vu ce que Marie lui a fait à la gorge, ses chances de survie ne devaient pas être très élevées. Ensuite, Tom, apeuré par tous les bruits, a décidé de sortir de sa chambre et de s'enfuir en quittant la maison. Mais Marie va le poursuivre et elle va être armée d'un fusil de chasse qu'elle a dû trouver caché dans la maison. Puis elle va suivre Tom dans les champs de maïs. Rapidement, elle retrouve cet enfant et elle le tue en lui tirant dessus avec le fusil. Et elle fait tout ça sans aucun état d'âme. Après ce carnage, seule Alex est restée vivante dans la maison. Elle n'a pas été alertée par les bruits puisqu'elle avait des bouchons dans les oreilles. Bref, Marie va partir la voir dans sa chambre et Alex, sans qu'elle ait eu le temps de réagir, va se retrouver attachée avec une chaîne et elle va être bâillonnée. Marie fait tout ça dans l'idée qu'Alex ne soit qu'à elle. Dans le film, on imagine que le faux tueur viole Alex dans sa chambre, mais dans la réalité, je ne pense pas qu'il y a eu viol. Dans tous les cas, Marie enlève Alex et elle la met dans le coffre d'un véhicule. Je pense qu'il s'agit de la même camionnette que l'on voit dans le film, ou du moins je pense qu'il s'agit d'une camionnette tout court. On aurait pu imaginer qu'elle utilise la voiture rouge que l'on voit au début du film, mais je pense quand même que c'est bien une camionnette qui a été utilisée, puisque j'imagine mal Alex enfermé dans le coffre d'une voiture pendant plein de scènes qui vont suivre. Ça me paraît un peu trop petit. Sinon, question intéressante, d'où sort cette camionnette? Eh bien, je pense qu'elle appartenait aux parents d'Alex. Tout simplement. Bref, à ce moment-là, me vient aussi une nouvelle question où je ne suis pas sûr de connaître la réponse. La question, c'est est-ce que Marie redevient elle-même au milieu de sa folie? Je veux dire, est-ce qu'après avoir tué la famille, est-ce qu'elle s'est cachée quelque part dans la maison en espérant se cacher du faux tueur? Je pense que oui, et je pense aussi que ça a été plus rapide que ce que l'on voit dans le film. Déjà, ça me paraît presque impossible qu'elle se soit cachée entre le meurtre du père et les deux meurtres qui vont suivre, tout simplement puisque ses futures victimes auraient eu le temps de fuir, vu tout le temps qui se passe dans le film entre ces deux moments. Mais dans tous les cas, c'est fort possible que Marie s'est placée en tant que victime après avoir tué toute la famille, et elle se serait cachée quelque part dans la maison, dans plusieurs pièces, comme l'on voit dans le film. Sinon, avant de quitter la maison, je voulais vous dire qu'à deux moments, on a deux gros plans différents sur deux poupées dans la maison. La première a un visage intact et on la voit avant les meurtres quand Marie est encore innocente. Et la deuxième poupée, on va la voir avec un visage cassé et ce sera après le meurtre du père. Donc je pense que ces poupées ont un lien avec Marie. Je pense qu'elles symbolisent son état mental. Bon, dans tous les cas, après tout ça, après tout ce que je vous ai raconté, Marie prend la camionnette avec Alex enfermé à l'arrière. Évidemment, elle part en laissant derrière elle une très impressionnante scène de crime. Là encore, je ne suis pas très sûr, même bon si je pense que ça s'est passé comme ça, mais comme je dis, je pense que Marie est redevenue calme au milieu de sa folie et de son agressivité. C'est ce que je voulais dire. Et j'imagine qu'elle est partie plusieurs fois voir Alex à l'arrière de la camionnette, comme si elle allait l'aider. Tout ça fait aussi que l'on revoit Alex bâillonné. Donc elle ne peut pas parler, et c'est pour ça que Alex ne va pas lui dire que Marie est folle ou dangereuse. Si Alex pouvait parler ou bouger, croyez-moi, il est fort probable qu'elle frapperait ou qu'elle crierait sur Marie. En plus de ça, si vous remarquez bien, quand on voit Alex dans ces moments, soit on voit qu'elle réagit comme si Marie n'était pas là, ou soit elle réagit
comme si elle avait peur de Marie. À certains moments, on voit qu'elle est mal à l'aise ou qu'elle a peur quand Marie est très proche d'elle. Et pour finir, le fait qu'Alex ne peut rien dire ne va évidemment pas aider Marie à la faire revenir à son état normal, puisque personne ne va lui dire ou personne ne peut lui dire qu'elle ne va pas bien. Bref, de longues minutes après avoir enlevé Alex, Marie va voir que l'essence commence à manquer. Et dans cette situation, la chose la plus logique à faire, c'est d'aller à une pompe à essence. Et peu après, Marie va voir une station-service et elle va s'y arrêter. Jusque-là, tout est logique. Marie sort donc du véhicule et elle met de l'essence dans la camionnette. Et juste après, elle s'imagine à nouveau être l'héroïne de l'histoire. Donc elle fuit la camionnette et elle se rend dans la boutique pour se cacher. Une fois à l'intérieur, elle a dû dire au pompiste Jimmy qu'il y avait un tueur à l'extérieur et j'imagine qu'elle a aussi demandé d'appeler la police. Puis juste après, Marie s'est cachée quelque part dans la boutique. Mais rapidement, le pompiste va remarquer qu'il n'y a pas de tueur comme l'a décrit Marie, et il a dû la trouver un peu bizarre. Surtout qu'il se peut qu'il ait remarqué qu'elle ait eu du sang sur elle alors qu'elle n'était pas blessée. Jimmy a dû se montrer soupçonneux et il devait avoir peur. De son côté, se sentant piégée, Marie est redevenue très agressive. Ensuite, que ce soit dans la boutique ou dans la camionnette, Marie a pris une hache et ensuite elle a couru vers le pompiste et elle lui a donné un grand coup avec la hache dans le ventre. Et ce coup sera mortel. En plus, elle appuiera sur son dos pour que la hache rentre bien dans le corps. C'est agréable. Bref, juste après, elle a éteint les lumières et elle a retourné une pancarte pour dire que la boutique était fermée. Comme ça, personne ne va rentrer pour la déranger. Malgré ça, ce nouveau meurtre montre qu'elle n'est pas une meurtrière calculatrice et qu'elle réagit par rapport aux émotions qu'elle a sur le moment. Je dis ça puisque après avoir tué Jimmy, elle ne prend pas la peine de vérifier si une caméra de surveillance était là. Et si elle aurait remarqué, j'imagine qu'elle aurait tout fait pour retrouver la bande, pour la voler et pour la détruire. Ça n'est pas un hasard que je dis ça, puisqu'une caméra de surveillance l'a filmé. Et sur ces images, on verra que Marie se comporte bizarrement, qu'elle a son autre personnalité. En gros, quand je dis bizarrement, c'est vraiment, elle a des réactions physiques un peu bizarres. Je ne sais pas comment le dire, je dirais qu'elle est en transe, mais je ne sais pas vraiment comment bien le dire. Bon, si vous voyez les images, vous verrez par vous-même. Bref, par la suite, Marie est redevenue calme et elle a dû se cacher pendant un bon petit moment dans les toilettes. Elle fait ça évidemment pour se protéger du tueur pervers là. Et elle lui échappe pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Bon, pour continuer, une fois sortie de sa cachette, ça peut paraître surprenant, mais Marie va réellement appeler la police, ou plutôt les gendarmes, à la station-service. Évidemment, ce qu'elle ne sait pas, en faisant ça, c'est qu'elle va amener les gendarmes sur sa piste plus rapidement, vu qu'ils vont découvrir le corps du pompiste plus vite. Et pour info, elle appelle les gendarmes, puisqu'elle croit toujours qu'elle est innocente, hein. Je préfère le préciser. Sinon, évidemment, ça n'aurait aucun sens qu'elle fasse ça. Hein. Bref, après cet appel, Marie redevient colérique et elle va repartir vers la camionnette où se trouve Alex. Puis après, elle va continuer sa route vers une destination inconnue. Même elle, je crois qu'elle ne sait même pas où elle va. Hein. De toute façon, le principal, c'est qu'Alex est avec elle et que personne ne se met entre elles. Ah oui, évidemment, la course-poursuite que l'on voit entre la camionnette et la voiture dans le film n'existe que dans l'imagination, ou la version de Marie si vous préférez. Vu les critiques que j'ai lues sur le film, je crois que pas beaucoup de monde l'a bien compris. Pourtant, c'était pas si compliqué. En fait, ça s'explique que Marie est un humain, et normalement un être humain ne peut pas se trouver à deux endroits différents en même temps. Du moins, je crois pas.
Moi, je veux dire... bon, après, j'ai jamais essayé, mais ça m'est jamais arrivé en tout cas. Bref, pour continuer, Marie, toujours en camionnette, sort de la route et elle fait un accident sur une petite route en plein milieu de la campagne. À mon avis, à cause de la colère et de l'excitation, elle a roulé vite et elle a dû perdre le contrôle du véhicule. Marie sort blessée de la camionnette. Il me semble qu'elle était blessée au bras et sur le côté de la tête. Et j'imagine aussi que de son côté, Alex a été un peu blessé. Ensuite, on va voir Marie qui s'éloigne seule du véhicule. Et elle fait tout ça en redevenant calme et gentille. Elle croit toujours que le tueur n'est pas loin. Donc elle va se cacher dans une serre, puis elle va trouver des morceaux de barbelés qu'elle va entourer autour d'un bâton. Comme ça, elle va se servir de ça comme une arme. Pendant ce temps, elle va aussi trouver une serviette ou un truc comme ça pour l'enrouler autour de son bras pour éviter que sa blessure ne saigne trop. Et peu après, d'un coup, elle s'imagine se faire agresser par le tueur. Ce dernier lui aurait fait comprendre qu'ils sont tous les deux excités ou attirés par Alex. Sa propre frustration est alors rejetée sur ce psychopathe qui n'existe pas. D'un coup, Marie reprend le dessus et elle se défend en donnant un coup de chou-fleur, je crois, sur la tête du tueur. Et ensuite, elle donne de nombreux coups avec le bâton entouré de barbelés. Mais en vrai, elle ne donne que des coups dans le vide, elle ne se bat pas. Ou métaphoriquement, on peut dire qu'elle se bat contre elle-même. C'est beau ce que je viens de dire. Bref, après l'avoir gravement blessée, elle s'imagine avoir achevé ce psychopathe en l'étouffant avec le plastique de la serre. Vu tout ce qu'il a subi, je crois qu'il serait mort au moins 2 fois. Dans la tête de Marie, le cauchemar est enfin terminé. Le tueur est mort. On peut toujours sous-entendre qu'elle a tué sa part sombre, mais en réalité, ce ne sera pas aussi simple. Bref, à peu près en même temps, de leur côté, les gendarmes vont découvrir le pompiste mort. Et ils vont mettre la main sur la vidéosurveillance qui montre Marie en train de tuer Jimmy. À partir de ce moment, bien évidemment, Marie est recherchée par les autorités. Juste après, le jour se lève et Marie, croyant toujours être la sauveuse, vient vers la camionnette pour délivrer Alex. Elle fait ça puisqu'elle croit qu'il n'y a plus de danger. Toute contente, elle ouvre alors l'arrière du véhicule et elle détache Alex de ses liens. Mais Marie ne va pas s'attendre à ce qu'Alex soit très agressive envers elle. Elle la menace même avec un couteau. Le pire, c'est qu'elle lui dit qu'elle a tué sa famille, donc Marie ne comprend pas. Pour finir, Alex va lui donner un coup de couteau sur son visage et sur un coin de son ventre, puis elle va s'enfuir loin de son ancienne meilleure amie dont elle a peur. On la comprend. Par contre, Marie comprend beaucoup moins et sa mauvaise personnalité va ressurgir aussitôt. Elle enlève donc le couteau de son corps et comme arme, elle préfère prendre une scie circulaire à béton qui se trouvait dans la camionnette. Elle met la scie en route et elle court après Alex dans la forêt tout en disant qu'elle va s'occuper d'elle. Vu le contexte, ces mots ne sont pas très rassurants. Je vais m'occuper de toi, Alex! Juste après, Alex arrive sur une route et elle fait arrêter un automobiliste, et bien pour qu'il l'emmène loin d'ici. On la comprend toujours. Alex monte dans la voiture et là, c'est le drame. Comme dans beaucoup de films d'horreur, la voiture a beaucoup, mais alors beaucoup de mal à démarrer. C'est vraiment pas de chance. De son côté, Marie arrive rapidement en courant et les occupants de la voiture qui n'ont pas fui, eh bien sont pris au piège. Marie, dans son élan de folie, grimpe alors sur la voiture en criant. Elle se met sur le capot et avec la scie, elle brise la vitre et elle atteint le visage de l'automobiliste. Mais surtout, pendant un long moment, elle va perforer son ventre avec la scie circulaire.
En même temps, l'intérieur de la voiture est à moitié repeinte avec le sang, c'est l'horreur. Une fois l'automobiliste mort, dans des conditions pas très douces, Marie tourne autour de la voiture avec la scie et elle nargue Alex. En plus, elle dit, je cite, « Je vais t'arracher la gueule ». Donc avec ces mots doux, on comprend que Marie digère mal le fait d'être repoussée par Alex. Bon, de son côté, Alex, avec un pied de biche, arrive à casser la vitre où elle était à l'arrière et elle s'échappe de la voiture. Mais elle ne peut pas aller bien vite puisqu'elle est blessée au tendon d'Achille, je crois, à côté du pied. En tout cas, ça fait mal. Bon, après, je crois que dans ce film, on a vu des choses un peu plus violentes. Bon, dans tous les cas, la blessure d'Alex va laisser le temps à Marie de s'approcher d'Alex. Avant de tuer Alex, Marie va dire plusieurs fois « Tu ne m'aimes pas, hein ?» Mais Alex, qui commence à comprendre comment fonctionne l'esprit de Marie, va lui dire qu'elle l'aime. Cela change donc les plans de Marie, qui redevient calme et gentille. Elle pose calmement sa scie et elle prend le temps d'embrasser la fille qu'elle aime. Mais évidemment, cet amour n'est pas réciproque et Alex va le lui faire comprendre en lui plantant le pied de biche dans son corps. Cela immobilisera Marie le temps que les gendarmes arrivent. Soit ils ont été alertés par Alex ou par un autre automobiliste, soit les gendarmes les ont retrouvés comme ça par hasard, puisque je vous rappelle qu'ils étaient sur la piste de Marie, donc ils devaient être dans les parages. Bref, pendant cette immobilisation, Marie répétera plusieurs fois « Je ne laisserai plus jamais personne se mettre entre nous ». Bon, comme je l'avais déjà fait comprendre, Marie a tué toutes les personnes qui sont proches d'Alex, puisque dans sa tête, c'est comme si ces personnes étaient entre elles. Et les autres qui se sont mis sur son chemin ont eu le même sort. Après toutes ces violences, Marie va être arrêtée. Ça n'est pas une grosse surprise. Et vu les évidences, on sait que c'est bien elle qui a tué au moins 5 personnes. Déjà, il y a la famille d'Alex, donc son père, sa mère et son petit frère. Et en plus de ça, il y a le pompiste et l'automobiliste. Ah oui, et même si ce n'est pas un humain, le chien a aussi perdu la vie. Moi, je m'en inquiète. Sinon, nous, en tant que pauvres spectateurs, on voit 2 morts supplémentaires. Déjà, il y a l'homme tueur, mais on est sûr et certain qu'il ne meurt pas pour de vrai. Et pour la tête de la jeune femme décapitée, tout semble dire que c'était pas réel. Et je ne pense pas que ça sous-entend que Marie a tué une amie d'Alex qui se serait mis entre elles. Après on peut tout imaginer, mais pour moi cette tête découpée n'est liée à aucun meurtre réel. Ça n'est jamais arrivé. Bref, après être arrêtée, Marie a été entendue ou interrogée par des policiers ou gendarmes, mais aussi par des psychiatres. Et j'imagine qu'on a considéré qu'elle n'était pas responsable de ses actes. Donc suite à ça, on l'a internée en hôpital psychiatrique. Et dans les premiers jours où elle est internée, on lui demande une fois de plus tout ce qu'il s'est passé. En gros, sa version des faits. Et il faut savoir que tout ce qu'elle va dire va être enregistré. Et là, sans surprise, elle va raconter tout ce qu'il s'est passé en tant que Marie, la gentille ou l'héroïne. Et c'est ce qu'elle va raconter à ce moment qui est représenté pendant une grande partie du film. En gros, ce sera jusqu'à la scène où le gendarme découvre le pompiste mort et la vidéosurveillance qui montre que Marie est bien la coupable. À partir de là, le film nous montre par moments la réalité et par moments la version de Marie. Je pense même qu'il montre plus la réalité, puisque à partir de ce moment-là, Marie n'est plus jamais représentée comme l'héroïne. Soit on la montre clairement comme la criminelle, ou soit on remontre le faux tueur psychopathe. Et ça signifie aussi que l'on ne connaît pas la fin de sa version, à moins que l'on ait une petite partie supplémentaire
qui se trouve au début du film. Rappelez-vous, au début, on voit Marie courir dans les bois en train de fuir quelque chose, et elle demande de l'aide à l'automobiliste, le fameux automobiliste qui est mort d'ailleurs. Et à ce moment-là, on voit bien que Marie se présente en victime comme Alex. Et juste après, dans le film, il y a à nouveau un mélange entre la fiction et la réalité, puisque Marie dit qu'elle a fait un rêve où elle se disait poursuivie par elle-même. Tout prend sens. Bref, après que Marie ait raconté une nouvelle fois son histoire, elle va répéter encore et encore une nouvelle fois « Je ne laisserai plus jamais personne se mettre entre nous ». Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Sinon, le même jour ou un peu après, Alex va aller dans le lieu où est internée Marie. Au fait, elle a toujours peur d'elle, donc elle ne veut pas que Marie sache qu'elle est là. Cependant, Marie, qui ne la voit pas, arrive à deviner qu'Alex est là. Et elle rêve encore d'avoir Alex, rien que pour elle. Et elle veut même la prendre dans ses bras. Mais bon, vu qu'elle est attachée, elle ne peut pas aller bien loin. Et de son côté, sans grande surprise, Alex est terrifiée par Marie. Par contre, elle semble avoir plus de pitié que de haine. Mais la douleur est évidemment toujours très importante. On la comprend un peu. Ensuite, après la fin du film, on ne peut pas vraiment savoir avec exactitude ce qu'il va se passer. Marie va probablement être internée pendant de nombreuses années. Par contre, je pense pas qu'elle ira en prison. Mais dans tous les cas, elle ne va pas être libre avant un bon moment. Voire même, elle ne le sera plus jamais. Et de son côté, Alex va essayer tant bien que mal de retrouver une vie un minimum normale. Mais bon, vu que sa famille a été assassinée, qu'elle a été retenue captive et que la coupable, eh bien, c'était sa meilleure amie, eh bien, tout ça sera assez difficile à gérer émotionnellement. Bon, ben, l'histoire est terminée. Sinon, avant de finir, je voulais vous parler du titre du film, puisqu'il y a un truc qui me perturbe, qui me questionne. Le film s'appelle Haute Tension, puisque la tension, ça signifie l'angoisse, la peur, le stress, donc jusque-là tout est logique. Mais je me suis toujours demandé si ça n'a pas aussi un lien avec la tension électrique. Bon, avant de me prendre pour un fou, si c'est pas déjà trop tard, je m'explique. Au fait, au début du film, j'ai toujours eu l'impression que l'on mettait en avant les grandes lignes électriques, les grandes lignes à haute tension. Au début du film, on en voit pas mal sur la route quand Alex conduit vers chez ses parents. Et en plus, à côté de la maison des parents d'Alex, on voit qu'il y a des lignes à haute tension. Et même à un moment, on entend même le bruit de cette électricité, de tout ce courant. Bon ben voilà, je voulais juste vous faire part de mes doutes sur ce titre. En fait, ce rapport avec la tension électrique, je ne sais pas si je suis hyper intelligent et qu'il n'y a que moi qui ai découvert ça, ou si tout le monde l'a découvert et que je ne le savais pas, ou bien la troisième option, c'est que je suis complètement fou et que je vais trop loin dans mes analyses. Et malheureusement, cette troisième option est peut-être la bonne. Mais je n'en sais rien, je ne sais pas ce que les autres pensent par rapport à ce titre, je n'en sais rien. Voilà, parenthèse fermée, hein. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme je le disais il y a longtemps, eh bien je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, et voilà, bah c'est déjà très bien. Et pour vraiment finir cette vidéo, eh bien je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je vous invite à regarder certains films d'horreur français, puisque contrairement à ce que j'entends, eh bien pas mal d'entre eux sont pas trop mal, et puis ça changera des films américains.